Pas simplement de nouvelles images, pas simplement des prises de vue impressionnantes de la surface lunaire, mais des indices de quelque chose qui, d'après tout ce que nous pensions savoir après des décennies d'exploration, ne devrait tout simplement pas s'y trouver. Si tu aimes les histoires sur l'espace, sur les découvertes qui bouleversent notre perception de la réalité, alors reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre maintenant ne ressemble pas à de la science-fiction. Cela ressemble plutôt au début de quelque chose qui pourrait transformer complètement notre vision de la Lune. Les 4 astronautes de la mission Artemis II, désormais au 4e jour de leur voyage, viennent de transmettre une nouvelle mise à jour. Et déjà, une chose est claire, ce n'est que le début. Les premières images spectaculaires de la Lune sont en train d'être publiées, et beaucoup d'autres suivront dès qu'elles auront été analysées. D'après les informations disponibles, l'équipage a capturé plus de 175 gigaoctets de données visuelles rien que lors de leur passage à proximité de la Lune. Mais au cœur de ces données, dans ces observations, se cache quelque chose que personne n'avait anticipé. Pendant la mission Artemis II, quelque chose a été observé qui, selon tous les instruments, toutes les cartes et toutes les données accumulées en plus de 53 ans de recherche lunaire, ne devrait pas exister. L'équipage l'a vu de ses propres yeux. Ils l'ont confirmé entre eux. Ils l'ont immédiatement consigné dans leur rapport. Et lorsque les scientifiques sur Terre ont tenté de comparer ces descriptions avec des décennies de données satellites, ils n'ont trouvé aucune correspondance. Ce qui a été vu n'apparaît dans aucun registre connu. La nuit dernière, les premières images directes de la face cachée de la Lune ont été observées et la vue était, selon les témoignages, absolument saisissante. Mais plus encore que sa beauté, c'est autre chose qui a marqué les esprits. Dans certaines zones, la Lune paraissait étrangère, différente. Pas simplement inhabituelle, mais comme si l'on observait un lieu que l'on croyait connaître, sans jamais l'avoir réellement vu dans son intégralité. Et c'est là que le véritable problème commence. Car le système que nous avons construit pour observer la Lune n'a peut-être jamais été capable de la voir complètement. Tout a commencé le 1er avril 2026. Ce soir-là, le Space Launch System a décollé du pas de tir 39B au Kennedy Space Center à 18h35 heure de l'Est. À bord de la capsule Orion, baptisée Integrity, se trouvaient 4 astronautes. Le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Artemis II n'était pas une mission d'atterrissage. Il s'agissait d'un vol habité autour de la Lune, conçu comme une étape cruciale avant Artemis III, la mission prévue pour ramener des humains sur sa surface. La trajectoire suivait ce que l'on appelle une trajectoire de retour libre, une route presque entièrement déterminée par la gravité. Le vaisseau devait contourner la Lune et revenir vers la Terre sans nécessité de manœuvre majeure. Précis, élégant, efficace. Mais ce que cette trajectoire n'avait pas prévu, c'était ce que l'équipage allait bientôt découvrir. Certaines zones sombres de la Lune ne ressemblaient pas à ce qu'elles étaient censées être. Quelque chose clochait. Quelque chose semblait faux, comme s'il n'observait pas la Lune qu'il connaissait à travers les images, les cartes et les simulations. Ce n'est qu'en comparant leurs coordonnées avec la vue réelle qu'ils ont compris. Ils regardaient bien la face cachée de la Lune. Depuis la mission Apollo 17 en décembre 1972, aucun être humain n'avait vu la Lune sous cet angle. Tout ce que nous savions depuis provenait d'instruments en orbite. En 2009, la NASA avait lancé le Lunar Reconnaissance Orbiter, un satellite chargé de cartographier la Lune avec une précision sans précédent. Ces données avaient été complétées par les missions chinoises Chang'e et la sonde japonaise Kaguya qui avaient fourni des informations sur la composition chimique de la surface. Pendant des années, ces systèmes ont fonctionné presque sans interruption, accumulant d'immenses quantités de données. Mais ils partageaient tous une limitation fondamentale. Ils avaient été programmés avant leur lancement. Ils n'observaient que certaines longueurs d'onde, choisies à l'avance, basées sur ce que l'on pensait déjà savoir, sur des modèles, sur des attentes. Les instruments opéraient à des altitudes fixes, sous des angles fixes. Ils ne pouvaient pas s'adapter spontanément aux variations de lumière. Si quelque chose se trouvait en dehors de ces paramètres, il n'était pas identifié comme inhabituel. Il n'était tout simplement pas détecté. L'œil humain, en revanche, fonctionne différemment. Il s'adapte en une fraction de seconde. Il perçoit des nuances subtiles, même dans des conditions de faible luminosité. Il capte des contrastes que les capteurs numériques reproduisent parfois mal.
surtout lorsque la lumière rase la surface, lorsque le soleil est bas à l'horizon et que les ombres s'allongent, révélant des structures invisibles depuis une vue verticale. C'est précisément dans ces conditions qu'Orion a survolé la face cachée de la Lune le 6 avril 2026. Le soleil était bas, les ombres étaient longues, et le vaisseau se déplaçait latéralement au-dessus d'une région qu'aucun humain n'avait observée sous cet angle depuis plus de 50 ans. Pendant 7 heures, à environ 115 km d'altitude, 4 personnes ont observé un paysage cartographié depuis des décennies, mais jamais vu ainsi. Pour la première fois, un demi-siècle de données satellites était confronté à une observation directe, et les données ne correspondaient pas. À 13h57, Jeremy Hansen a annoncé une distance 252 756 milles de la Terre, un nouveau record. Jamais un être humain n'avait été aussi éloigné. Le précédent record remontait à Apollo 13 en 1970, mais cette fois, c'était différent. Apollo 13 avait été une mission en crise, une explosion, une lutte pour survivre. Personne n'avait le temps d'observer. Artemis 2, elle, fonctionnait parfaitement. L'équipage avait une mission claire. 35 objectifs d'observation prédéfinis. Bassin d'impact, bordure de cratères, région géologiquement intéressante. Chaque observation devait être documentée, confirmée par tous. Pour la première fois, des humains se trouvaient à cette distance avec la capacité d'observer la Lune consciemment, sans filtre, sans algorithme, juste leurs yeux. Et c'est cela qui a tout changé. Et c'est précisément là que tout a basculé. Car aucun des systèmes précédents n'avait jamais collecté de données depuis exactement cette position, ni à cette altitude, ni sous cet angle de lumière, ni avec ce mouvement latéral au-dessus de la surface où les ombres s'étiraient comme des lames noires sur le relief. Il n'existait tout simplement aucun jeu de données de référence pour de telles conditions, et cela, à lui seul, aurait déjà été remarquable. Mais le véritable problème a commencé au moment où les descriptions de l'équipage n'ont même pas approché ce que les modèles existants prédisaient. Si tu es resté jusqu'ici, alors la suite devient encore plus importante. Parce que ce qui arrive maintenant est la partie que personne, jusqu'à présent, n'a vraiment réussi à expliquer. L'équipage avançait de manière méthodique, point par point, 35 objectifs, chacun avec ses coordonnées exactes, chacun avec des références issues de missions précédentes. L'attente était simple. Ce qu'ils verraient devrait correspondre, dans les grandes lignes, à ce que les instruments avaient déjà enregistré pendant des décennies. Peut-être quelques variations mineures, quelques différences de contraste dues à l'angle de lumière, mais rien de fondamentalement différent. Cette hypothèse a tenu environ 30 minutes. Christina Koch était à la fenêtre quand Orion a survolé Mare Orientale, un immense bassin d'impact situé sur la bordure occidentale de la face cachée de la Lune, d'un diamètre d'environ 930 km. Elle connaissait très bien cette région. Avant la mission, elle avait étudié les images orbitales, analysé les structures, mémorisé les reliefs. Pourtant, au premier regard, quelque chose l'a frappée. Les matériaux éjectés autour du bassin paraissaient plus clair que prévu, pas simplement plus lumineux, presque métallique, argenté. Le contraste était plus net, plus tranché que tout ce qu'elle avait vu dans les cartes ou les images préparatoires. Cela aurait encore pu s'expliquer par l'éclairage rasant. Mais ensuite, elle a remarqué autre chose. Le long du rebord, de faibles dégradés de couleurs apparaissaient, presque invisibles, mais bien présents. Des nuances qui semblaient glisser sur la surface, sans suivre aucun schéma géologique connu. Elle a comparé ce qu'elle voyait avec les données embarquées. Rien ne correspondait. Alors, elle a commencé à tout noter, avec précision. Peu de temps après, Victor Glover a pris sa place à la fenêtre pendant qu'Orion passait au-dessus du bassin pôle sud Aitken. Cette région est le plus grand bassin d'impact connu de tout le système solaire. Environ 2500 km de large, plusieurs kilomètres de profondeur. Lui aussi s'y était longuement préparé. Les données spectrales, les modèles minéralogiques, les cartes. Il connaissait tout cela, mais ce qu'il a vu ne ressemblait pas à ce qu'il attendait. Sur le fond du bassin, une teinte apparaissait. Pas grise, pas blanche, mais un éclat presque imperceptible, légèrement verdâtre. Au début, il n'a rien dit, il a observé plus longtemps. Il a vérifié ses références. Il a tenté de trouver une explication. Puis il s'est tourné vers Christina Koch et lui a demandé calmement « Quelle couleur tu vois là-bas » Elle a regardé. Elle a hésité une seconde. Puis elle a répondu « Vert ». Les images plus anciennes, y compris certaines archives de l'époque Apollo, avaient parfois laissé entrevoir des anomalies de couleurs dans cette région, mais la résolution n'avait jamais été suffisante pour le confirmer. Plus tard, les données du Lunar Reconnaissance Orbiter avaient bien révélé des variations minérales irrégulières, mais elles n'avaient jamais été considérées comme significatives. On les avait classées comme bruit de mesure, ou comme simples écarts sans explication claire. Mais cette fois, 2 astronautes voyaient la même chose.
directement, indépendamment, et arrivaient exactement à la même conclusion. Et ils n'étaient pas les seuls. Jeremy Hansen a ensuite attiré l'attention de l'équipage vers le plateau de Von Karman, une région particulièrement bien étudiée grâce à la mission chinoise Chang'e 4. Un rover y avait roulé. Des images en grande quantité y avaient été prises. C'était l'un des endroits les mieux documentés de la face cachée de la Lune. Et pourtant, tous les quatre ont affirmé y voir quelque chose qui n'apparaissait dans aucune base de données, de fines volutes. Des motifs composés de tons vert olive et vert pâle, serpentant à travers le régolithe gris clair. À Houston, les équipes sont immédiatement ressorties les cartes spectrales correspondantes. Les données ont été comparées, les modèles vérifiés. Mais quelle que soit la manière dont on examinait les archives, il n'existait aucune correspondance. Aucune. Bien sûr, il y avait des explications possibles. L'angle de lumière peut modifier l'apparence des couleurs. La perception humaine n'est pas parfaite. 4 personnes soumises à une pression intense peuvent finir par influencer mutuellement leurs impressions. Mais c'est justement là que ces explications ont commencé à perdre de leur force. Parce que partout où les données existantes correspondaient à ce que l'équipage voyait, les descriptions c'était cohérentes. Pas d'hésitation, pas de contradiction, pas d'écart. Les divergences n'apparaissaient que dans des régions très précises. Toujours les mêmes types de zones. Toujours là où l'angle d'observation différait fortement de celui des satellites. Ce n'était pas un hasard, c'était un motif. Et avant même que l'équipage puisse approfondir ce motif, quelque chose d'autre est venu compliquer la situation. La liaison a été coupée. Pendant 40 minutes, Orion est passé derrière la Lune. À cet instant, les antennes en bande S et en bande C ont perdu tout contact avec le Deep Space Network de la NASA. Les stations de Goldstone en Californie, de Madrid en Espagne et de Canberra en Australie ne pouvaient plus recevoir le signal. La Lune elle-même, avec ses plus de 3400 km de diamètre, se trouvait directement entre le vaisseau et la Terre. Aucun signal ne pouvait traverser cette masse. Il n'existait aucun contournement. Ce n'était pas une faiblesse technique, c'était simplement la physique. Pendant 40 minutes, l'équipage a été totalement coupé de la Terre. Et pendant ces 40 minutes, personne sur Terre ne pouvait voir ce qui se passait là-haut. Aucune antenne, aucun satellite, aucun télescope. Même les instruments les plus avancés de l'humanité étaient à cet instant totalement aveugles. Tout ce qui existait, c'était ce qui se trouvait à l'intérieur d'Orion et ce qui apparaissait juste en dessous, à la surface de la Lune. Le Lunar Reconnaissance Orbiter, lui, continuait sa trajectoire comme prévu. Ses caméras fonctionnaient, ses capteurs enregistraient des données. Mais ce qu'il mesurait n'était pas la même chose que ce que l'équipage voyait. Ces systèmes avaient été conçus pour cartographier la surface dans des conditions standardisées. Ils lissaient les variations de lumière, ils normalisaient les contrastes, ils recherchaient la cohérence sur le long terme. Et cette cohérence avait un prix. Des variations fines, visibles seulement sous certains éclairages, pouvaient être interprétées comme du bruit et retirées du signal. Non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles ne correspondaient pas au modèle attendu. Et c'était précisément dans ce type de conditions qu'Orion se trouvait maintenant. Pendant le silence radio, les observations inhabituelles n'ont pas diminué. Au contraire, elles se sont multipliées. Ce qui n'était apparu d'abord que dans quelques secteurs commençait maintenant à revenir dans plusieurs régions différentes. Des variations de couleurs, des motifs, des nuances, des choses absentes de toutes les bases de données. Et il n'y avait personne pour confirmer ou contester ce qu'ils voyaient. Aucun deuxième système, aucune mesure indépendante. Seulement 4 personnes observant tout, consignant tout, essayant d'être aussi précises que possible. Ils ont continué à travailler comme si chaque seconde comptait. Chaque observation était notée, chaque coordonnée enregistrée, chaque perception confirmée par les 4 membres avant d'entrer dans le journal de bord. S'ils étaient les seuls témoins, alors ils voulaient être des témoins irréprochables. Et lorsque le contact a finalement été rétabli, ils ont commencé à transmettre immédiatement. Puis est arrivé l'instant suivant, celui que personne n'avait vu venir. D'abord, ce n'était qu'un simple point lumineux à la surface de la Lune, un bref éclair, à peine la durée d'un battement de cils. Reed Wiseman l'a vu en premier. Avant même que les autres aient le temps de réagir, un deuxième flash est apparu. Cette fois, près du rebord d'un cratère, net, visible, impossible à manquer. Jeremy Hansen l'a signalé à voix haute. Victor Glover a tenté d'en estimer l'intensité. Christina Koch a noté l'heure et la position. Puis 2 autres ont suivi. 4 événements au total, tous survenus dans un intervalle très court, et 2 d'entre eux pendant le silence radio sans aucune possibilité de confirmation externe. 4 impacts, observés directement, en moins d'1 heure. Jamais auparavant, un équipage spatial n'avait assisté à quelque chose comme ça. Chaque impact a été confirmé indépendamment par les 4 astronautes. Les caméras embarquées les ont enregistrées à haute fréquence. Ce n'étaient pas des suppositions, c'était des observations
observations documentées. À Houston, la réaction a été immédiate. De telles données étaient extrêmement rares. Mais presque aussitôt, une question inconfortable est apparue. Pourquoi aucun autre système n'avait-il détecté ces impacts? Le Lunar Reconnaissance Orbiter pouvait bien identifier de nouveaux cratères, mais pas en temps réel. Sa méthode reposait sur la comparaison d'images d'une même région prise à des moments différents. Les changements n'apparaissaient qu'après coup. Depuis la Terre, certains télescopes pouvaient repérer des impacts sur la face visible de la Lune, surtout le long de ces zones obscures. Mais la face cachée restait, par définition, invisible. Et précisément au moment où ces 4 impacts avaient eu lieu, aucun instrument ne se trouvait dans la bonne position pour les voir. Ce n'était pas une panne, c'était une lacune. Et soudain, il est devenu clair que cette lacune était beaucoup plus grande qu'on ne l'avait cru. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Que notre système de surveillance des impacts sur la face cachée de la Lune dépendait essentiellement d'un seul facteur, le moment précis où un satellite passait, par hasard, au bon endroit. Si ce moment était manqué, l'événement l'était aussi. Pas parce qu'il était trop petit, pas parce qu'il était insignifiant, mais simplement parce que personne ne regardait. Et pour la première fois, cela venait d'être confirmé directement. Ces 4 impacts n'étaient peut-être pas une exception. Ils pouvaient être un indice que pendant des années, des événements similaires s'étaient produits sans jamais être enregistrés. Et cette réalisation n'était pas seulement intéressante sur le plan théorique, elle avait des conséquences directes, car les modèles utilisés pour planifier les futures missions reposaient précisément sur ces données. En particulier, la mission Artemis 3, qui doit atterrir près du pôle sud lunaire, dépend de ces évaluations de risque. Si la base de données est incomplète, alors une question simple mais dérangeante s'impose. Où d'autres manque-t-il quelque chose? Mais les impacts n'étaient pas qu'une partie de l'histoire. Le même jour, vers 20h35, le Soleil a disparu derrière le bord de la Lune, tel qu'observé depuis Orion. Pour l'équipage, un phénomène a commencé. Un phénomène invisible depuis la Terre. Une éclipse solaire totale, mais pas comme celle que nous connaissons. Celle-ci n'était visible que depuis ce point précis dans l'espace. Victor Glover a décrit plus tard comment la couronne solaire s'étendait autour du disque sombre de la Lune. Une lumière fine, diffuse, s'étirant sur des millions de kilomètres. Normalement, cette couche externe du Soleil s'est noyée dans son éclat intense. Mais là, elle était parfaitement visible. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant l'éclipse, la surface lunaire aurait dû être plongée dans l'obscurité totale. Pas de lumière directe, pas d'éclairage. Et pourtant, elle restait visible, pas brillante, pas nette, mais visible. Une faible luminosité uniforme baignait le paysage. La source a été identifiée rapidement, la lumière terrestre. La lumière du Soleil, réfléchie par les océans, les nuages et les continents de la Terre, parcourait près de 400 000 km, frappait la surface lunaire, puis était renvoyée vers Orion. Ce phénomène n'était pas nouveau. Depuis la Terre, on peut l'observer lorsque la partie sombre d'un croissant de lune est faiblement éclairée. Mais ce que personne n'avait jamais vu, c'était cet effet depuis seulement 115 km au-dessus de la surface lunaire, et pendant une éclipse totale. Dans ces conditions, c'était la seule source de lumière. L'équipage a décrit une lueur bleutée, presque blanche, recouvrant les cratères et les plaines. Et dans cette lumière faible, quelque chose est réapparu. Des différences de couleurs, subtiles mais réelles, des teintes qui n'apparaissaient dans aucune carte spectrale existante. Pas comme signaux faibles, pas comme anomalies, mais pas du tout, comme si ces données n'avaient jamais existé. Et la raison était à la fois simple et inquiétante. Les instruments utilisés pour cartographier la Lune sont conçus pour fonctionner sous la lumière directe du Soleil. La lumière terrestre est environ 10 000 fois plus faible. Dans ces conditions, le signal réfléchi devient extrêmement difficile à détecter, parfois même inférieur au seuil de mesure. Pour ces systèmes, la surface est presque invisible. Et puisque personne n'avait jamais prévu d'observer la Lune dans ces conditions spécifiques, aucun instrument n'avait été conçu pour le faire. Ce n'était pas une erreur, c'était une hypothèse sur ce qui était important d'observer. Et cette hypothèse venait de révéler une faille. Car soudain, 4 types d'observations distinctes existaient sous 2 conditions de lumière différentes. Des matériaux éjectés à l'aspect argenté, des teintes verdâtres dans le bassin pôle sud-Aitken. Des motifs olives dans la région de Von Karman, et une lueur bleutée sous la lumière terrestre. Et aucune de ces observations ne correspondait aux données existantes. Toutes avaient été manquées pour la même raison. Le système n'avait jamais appris à les chercher. Après le retour d'Orion, le véritable travail a commencé. Au Johnson Space Center et au Goddard Space Flight Center, des équipes entières ont commencé à analyser chaque observation, chaque coordonnée, chaque description de couleur, chaque région. Tout a été comparé aux modèles existants, semaines après semaines. Et puis, quelque chose a émergé. Dans certaines anciennes bases de
de données, de faibles indices existaient. Pas des signaux clairs, pas des motifs évidents, mais de légères anomalies, presque invisibles. Elles avaient toujours été là, mais elles avaient été classées comme du bruit, comme des perturbations, comme des erreurs à éliminer. Pas parce que quelqu'un avait commis une faute, mais parce que c'était précisément le rôle de ces systèmes. Les algorithmes utilisés pour traiter les données satellites avaient un objectif clair, créer de la cohérence, produire une image uniforme de la surface lunaire. Pour cela, ils devaient lisser les variations, corriger les différences, filtrer les irrégularités. Et c'est exactement dans ce processus que ces signaux faibles ont disparu. Pas volontairement, mais structurellement. Un cycle s'était installé, lentement, sur des décennies. Les modèles actuels reposaient sur des données anciennes. Ces données anciennes avaient été traitées selon des modèles encore plus anciens. Chaque nouvelle génération confirmait la précédente. Cela ressemblait à une validation. Mais en réalité, c'était un système fermé. Un système qui se vérifiait lui-même et ne trouvait que ce qu'il s'attendait à trouver. Pendant plus de 50 ans, il n'y avait eu aucun moyen de vérifier ce système de l'extérieur. Sur Terre, cela arrive constamment. Les scientifiques sortent, observent directement, testent, comparent, ajustent leurs modèles. Sur la Lune, cette étape manquait. Aucune observation humaine directe, aucune perspective indépendante. Tout reposait sur les mêmes instruments, les mêmes méthodes, les mêmes hypothèses. Personne ne l'avait planifié ainsi. C'était simplement la conséquence du fait que la Lune est loin et que l'humain n'y était pas retourné depuis des décennies. Et c'est précisément pour cela que ce cycle a pu durer si longtemps. Artemis II a été la première rupture. 4 personnes, 8 yeux, une observation directe. Et soudain, quelque chose ne correspondait plus. Cela ne signifie pas que les données précédentes sont fausses. Cela ne signifie pas non plus qu'il existe quelque chose de mystérieux ou d'inconnu sur la Lune. L'explication la plus probable est bien plus simple. Certains matériaux réagissent différemment selon la lumière. Certains éléments sont difficiles à détecter dans certaines longueurs d'onde. Certains effets optiques n'apparaissent que sous des angles précis. Tout cela est plausible. Mais cela n'avait jamais été capté, et c'est là l'essentiel. Car maintenant, une chose est certaine, il existe des phénomènes que notre système ne voyait pas, et cela change tout. Les impacts observés ne sont pas une anomalie, ils révèlent un manque de couverture. La lumière terrestre n'est pas un phénomène mystérieux, elle révèle une limite de mesure. Les différences de couleurs ne sont pas une preuve d'inconnu, elles indiquent des modèles incomplets, et ces modèles sont utilisés dès maintenant pour préparer la suite. Artemis III est déjà en préparation. Les zones d'atterrissage sont sélectionnées, les risques sont évalués, les décisions sont prises sur la base de données qui ne sont plus considérées comme complètes. Et cela mène à une nouvelle question. Pas ce que l'équipage a vu, mais ce que nous n'avons pas encore vu. Car c'est là que commence le véritable changement apporté par cette mission. Artemis II n'a pas découvert de structure secrète. Elle n'a pas révélé de vie extraterrestre. Elle a exposé quelque chose de bien plus fondamental. Les limites de notre propre système. Pendant des décennies, nous avons cartographié la Lune, construit des modèles, fait des prédictions. Nous avons cru la comprendre. Mais tout cela reposait sur une hypothèse silencieuse. Que ce que nos instruments peuvent mesurer correspond à ce qui existe réellement. Cette hypothèse n'est plus totalement valide. Les observations de l'équipage montrent qu'il existe des conditions dans lesquelles la surface lunaire se comporte différemment, apparaît différemment, réagit différemment. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour montrer qu'il manque quelque chose. Et ce manque, c'est ce qui compte vraiment. Car la science ne progresse pas seulement grâce à ce qu'elle confirme, mais aussi grâce à ce qu'elle ne voit pas. Et parfois, ce sont ces angles morts qui conduisent aux plus grandes avancées. Les analyses des données d'Artemis II sont en cours. Les anciennes archives sont réexaminées. Les signaux autrefois ignorés sont réévalués. Les modèles sont ajustés. Les hypothèses remises en question. Ce processus prendra du temps, des mois, peut-être des années. Mais la direction est déjà claire. Les futures missions devront être différentes. Les instruments devront évoluer. Les observations devront inclure des conditions jusqu'ici négligées. Et surtout, l'humain devra jouer un rôle central. Car cette mission a montré une chose essentielle. Nous n'avons pas seulement besoin de nouvelles données, nous avons besoin de nouvelles perspectives. Artemis III ne sera pas une simple répétition. Ce sera la suite directe de ce qui vient de commencer. Les zones ciblées seront réévaluées, les priorités redéfinies, les questions modifiées. Pas parce que quelque chose s'est mal passé, mais parce que nous savons maintenant que tout n'a pas été vu. Et cela change chaque décision. L'équipage d'Artemis II n'a pas seulement voyagé plus loin que quiconque. Il a apporté un regard extérieur sur un système qui pendant des décennies s'est validé lui-même. Et ce regard a révélé une chose essentielle. Même sur l'un des corps célestes les mieux étudiés de notre système solaire, il reste encore des surprises.
Peut-être que toutes ces observations trouveront des explications simples. Peut-être qu'elles s'intégreront parfaitement dans les modèles existants. Mais même dans ce cas, une chose restera. Nous commençons à peine à poser les bonnes questions. Et c'est pour cela que la question la plus importante n'est pas ce qui a été découvert, mais ce qui attend encore de l'être. Si tu veux savoir ce qui va suivre, quand les prochaines données seront analysées et qu'Artemis 3 commencera... Alors reste bien là, parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'était que le début.